je vous présente une ode du poète latin Horace. Exegi monumentum aere perennius, j'ai érigé un monument plus durable que les reins. Regalique situ pyramidum altius, et plus haut que le site royal des pyramides. Quod non imbere dax, que ni la pluie rongeuse, non aquilo impotens, ni le fougueux aquilon, possit diruere, ne pourrait détruire. Aut innumerabilis annorum series, ni la suite incalculable des années, et fuga temporum, ni la fuite des temps. Non omnis moriar, je ne mourrai pas tout entier, multaque pars mei, et une grande partie de moi, vitabit libitinam, evitra libitine, usquego postera crescam laude recens, ego, quant à moi, recens, demeurant jeune, crescamusque, je grandirai toujours, laude postera, par la louange future. Dum capitolium scandet cum tacita virgine pontifex. Dum pontifex, aussi longtemps que le pontife, scandet capitolium, gravira le Capitole, cum tacita virgine, avec la Vierge silencieuse. Dicar, qua violens obstrepita offidus, et qua pauper, aquae daunus agrestium regnavit populorum ex humile potens, princeps, aeolium carmen aditalos deduxisse modos. Dicar, je serais dit, princeps deduxisse, avoir mené le premier, aeolium carmen, le poème éolien, aditalos modos, aux cadences italiennes, qua violens aufidus obstrepit, par où le fougueux ophide retentit, et qua pauper daunus regnavit, et par où le pauvre Donus régna, ex humili, lui d'humble naissance, potens aquae agrestium populorum, mais riche de l'eau des peuples rustiques. Summe superbiam, prenez orgueil, quaesitam meritis, légitimé par vos services, et mihi delphica lauro kinge volens, melpomene comam, et kinge volens, et veuillez couronner, melpomene, melpomen, mihi comam, ma chevelure, Delphica lauro, du laurier delphique. C'est la 30e ode du livre 3e des odes d'Horace, Quintus Horatius Flaccus, poète latin du 1er siècle avant notre ère d'après la légende. Tricissimum Carmen tertii libri odarum aboratio. 30e poème Tricissimum Carmen, et aussi le dernier du livre 3e. Ultimum Carmen tertii libri, Ultimum Carmen ou Ultima Oda. Cette ode est dédiée à Melpomène, qui est la muse du chant. En latin Melpomene, qui fait Melpomenes au génitif, c'est un génitif grec. Le latin n'a pas de génitif en S. Du genre féminin, c'est une muse féminino-générée. En grec Melpomene, du verbe melpo, chanter. On reconnaît la racine mel, qu'on retrouve en français dans mélodie, du grec mélos, chant, et la racine po, qu'on retrouve dans poète, du verbe poio, faire. Le poète est un faiseur, la poésie est l'action de faire, et le poème la chose faite. Donc Horace remercie sa muse, summe superbiam melpomene,
littéralement « prenez orgueil », Melpomène, en traduction vouvoyante, « soyez fiers de m'avoir donné autant d'inspiration ». Libitine est la déesse des funérailles, en latin libitina, libitinae au génitif, feminino genere, non omnis moriar, je ne mourrai pas tout entier, multaque pars mei vitabit libitinam. Et une grande partie de moi évitera libitine, c'est-à-dire la mort. Horace estime que son œuvre est immortelle, exegi monumentum aere perennius, j'ai achevé un monument plus durable que le bronze. Ce monument, ce sont ses poèmes, ses odes, ses épodes, ses satires, etc. Le poème dans l'ensemble est assez simple, mais la phrase commençant par d'Icare, je serai dit, c'est-à-dire on dira de moi, présente une difficulté d'interprétation, parce qu'on ne sait pas si ex humili potens se rapporte à Donus ou à Horace, les deux étant grammaticalement possibles. Dans ma présentation, j'ai opté pour Donus, mais ce n'est pas le cas des traducteurs en général. Si l'on estime qu'ex humili potens renvoie à Horace, c'est-à-dire que cette qualification serait apposée à l'ego sous-entendu de d'Icare, ego ex humili potens d'Icare, moi devenu puissant bien que d'humble naissance, je serais dit, ex humili, sous-entendu loco ou genere. Si donc ex humili potens renvoie au poète, c'est-à-dire au jeu du narrateur, on aura du mal à justifier le génitif pluriel agrestium populorum, des peuples agrestes. La première solution est de considérer que c'est le complément de regnavit. Agrestium populorum regnavit régna sur des peuples agrestes, en arguant qu'il s'agit d'une syntaxe grecque. L'argument est assez discutable, car on ne trouvera aucun exemple où le verbe regno se trouve être accompagné d'un complément au génitif. Ce qui pose problème est la seconde relative introduite par et quoi, littéralement et par où, mais on peut dire simplement et où. Ex humili potens, devenu puissant malgré la bassesse de ma naissance. D'Icare deduxice princeps, je serais dit avoir mené le premier. Aeolium Carmen ad modos Italos, le poème éolien aux mesures italiennes, qua violens Ophidus obstrepit, où le violent Ophide retentit. L'Ophide est un fleuve d'Apulie, l'Apulie étant une région de l'Italie, aujourd'hui nommée les Pouilles. Et qua Daunus, Eudonus, qui était le roi de la région, pauper aquae, pauvre en eau, parce que la région était souvent asséchée l'été, agrestium populorum regnavit, régna sur des peuples campagnards. Vous voyez que cette explication implique de donner à regnavit un complément au génitif, ce qui en pure latinité ne se conçoit pas. Une autre possibilité dans ce même sens, c'est-à-dire en apposant ex humili potens à l'ego sous-entendu de d'Icare, est de considérer le mot rex comme sous-entendu. Et qua daunus, eudonus, pauper aquae, pauvre en eau, rex agrestium populorum, roi de paysans, regnavit, régna. Il faut donc rajouter un mot pour justifier ce génitif pluriel, agrestium populorum. Certains ont lu regnator au lieu de regnavit, agrestium populorum regnator, maître de population paysanne, mais alors la deuxième relative introduite par et quoi n'a pas de verbe. Nous proposons une autre traduction. Nous appliquons ex humili potens à Donus. Le génitif aquae n'est plus complément de pauper, malgré la proximité de ces deux mots, mais de potens. Potens aquae agrestium populorum, riche de l'eau des peuples agrestes. Et qua pauper daunus, et où le pauvre Donus? Ex humili, lui d'humble naissance. Potens aquae agrestium populorum, mais ayant fait main basse sur l'eau des peuples rustiques, regnavit, régna. Ce pauvre Donus d'humble naissance, pauper ex humili daunus, s'était en réalité approprié les eaux de la région.
notamment celle de l'Ophide dont il est question juste avant, ce pourquoi il est devenu roi de la région. L'Ophide débordait en hiver, d'où la première précision, qua violens obstrepita Ophidus, où le violent Ophide retentit, mais était asséché en été, ce qui était le cas de presque toutes les sources de la contrée. Donc Horace en profite apparemment pour égratigner ce pauper Daunus, qui s'est fait reconnaître roi en s'accaparant les eaux du pays. Une autre raison me fait penser que Potens renvoie plutôt à Daunus, et qu'en l'appliquant à Horace, c'est-à-dire à l'ego sous-entendu de Dicare, ego ex humili potens Dicare, on aurait deux nominatifs consécutifs renvoyant à Horace, potens et princeps, ce qui ne se conçoit pas trop, même en poésie, car le latin ne juxtapose pas les adjectifs. Il les relie d'une manière ou d'une autre par une conjonction de coordination. Le latin ne dit pas une belle maison bleue, il dit une maison belle et bleue. Donc si Horace avait été à la fois potens et princeps, on aurait eu potens et princeps, ou une coordination équivalente. Voilà pourquoi dans ma présentation, j'ai isolé les deux relatives introduites par quoi et quoi par une virgule, sans autre signe de ponctuation, notamment pas de virgule après populorum, pour montrer qu'ex humili potens fait partie de la deuxième relative, ce qui incite le lecteur à comprendre que cette locution se rapporte à Daunus. On touche là les limites des langues déclinées. C'est bien beau de pouvoir mettre les mots dans n'importe quel ordre, mais les risques d'ambiguïté sont nombreux. Il est à penser que le poète se fait un malin plaisir de brouiller les cartes, en laissant les interprétations et autres spéculations se multiplier. Donc Horace pense qu'on dira de lui dans les générations futures qu'il est le premier, princeps, à avoir amené le poème éolien, c'est-à-dire grec, Aeolium Carmen Deduxice, aux cadences italiennes, c'est-à-dire latines, ad italos modos, c'est-à-dire qu'il a latinisé la poésie grecque. C'est là tout son espoir et toute sa fierté. Il qualifie son œuvre de monument, monumentum. Il a une conscience aiguë de sa valeur, ce qui est logique étant donné qu'il a été admis dans le cercle restreint de Virgile et de Mécène. Exege monumentum aere perennius. Perennius est le comparatif de perennis. On reconnaît l'adjectif pérenne en français, composé de deux racines, per et annus, à travers l'année, qui dure toute l'année au sens d'origine. Par extension, durable tout court. Perennis a pour comparatif perennior. Pour le masculin et le féminin, les comparatifs sont épicènes, c'est-à-dire qu'ils ont la même forme au masculin et au féminin, et perennius au neutre. Le complément du comparatif peut se mettre à l'ablatif, ici aéré, ablatif daes, bronze, airain, cuivre. Aéré est aussi l'ablatif d'aer, air, atmosphérique. Mais aer a deux syllabes, a, r, alors qu'as n'en a qu'une, s. D'un point de vue métrique, aéré n'a que deux syllabes si c'est l'ablatif d'aes. Ces vers sont des asclépiades mineures, c'est-à-dire pour simplifier de la forme 2-4-4-2, une sorte de chiasme rythmique, un chiasme de la forme ABBA, par exemple te amo, me ama, je vous aime, aimez-moi, en traduction vous voyante, pronom, verbe, verbe, pronom, ABBA, un des chiasmes les plus connus est bonnet blanc blanc bonnet, ici 2-4-4-2, ce qui correspond à l'alexandrin d'aujourd'hui. 2 plus 4 égale 6, premier hémistiche. 4 plus 2 égale 6, deuxième hémistiche. Mais pour ce faire, il faut tenir compte des élisions, c'est-à-dire l'effacement d'une voyelle finale devant une voyelle initiale, par exemple non aquilim potens, les diphtongues, qui n'ont qu'une seule syllabe, par exemple possit diro erut, le final de diro ere célide, et la diphtongue out n'a qu'une seule syllabe, out, et des M finaux qui ne se prononcent pas devant une voyelle, ce qui élite du même coup la voyelle qui les précède. Par exemple, pyramide altius. Les élisions suppriment les hiatus, c'est-à-dire deux voyelles consécutives dans la prononciation. Dans ces conditions, on reconnaît des alexandrins, on a même une rime sur les deux premiers vers, alors que la rime n'existait pas encore.
mais on a l'impression que tout se prépare en ce sens. Exegi monument ere perennius, regaliquesitu pyramid altius, quod non imbere dax, non aquil impotens, possidero erut innumerabilis, anorum series et fuga temporum, etc. Il faudrait en plus scander les longues et les brèves, le coriambe, par exemple, étant lui-même un chiasme, longue brève, brève longue, c'est-à-dire un trochet, longue brève, suivi d'un iambe, brève longue, soit 2 croches encadrées par 2 noirs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Une sorte de valse, 4 notes pour 3 temps. Pour les longues et les brèves, je vous renvoie au 2e mouvement de la 7e de Ludwig van, qui, outre une contrainte rythmique, un dactyle suivi d'un spondé, 1, 2, 3, 4, 5, est doté d'une contrainte mélodique par un mouvement conjoint perpétuel. C'est-à-dire que la note suivante est toujours celle d'une gamme en montant ou en descendant. Il n'y a pas de saut, à la manière du graphiste qui tient son crayon appuyé sur le papier. On pourrait donc représenter cette mélodie en une ligne continue. Donc pour ainsi dire naissance annoncée de l'alexandrin avec l'asclépiade mineure, 2, 4, 4, 2, 2 hémistiches avec césure, suppression des hiatus, et rimes intuitivement naissantes, bien que ce soit les brèves et les longues qui caractérisent les poésies latines et grecques. Mais dans la traduction, on se contente d'une prononciation standard. Donc le comparatif perennius s'accompagne de l'ablatif aéré, perennius aéré, plus durable que les reins. Perennius est au neutre parce qu'il qualifie monumentum, qui est un mot neutre. Monumentum aere perennius, monument plus durable que les reins. De même altius, plus haut, complété par l'ablatif regalicitu, que le site royal. Monumentum regalicitu altius, monument plus haut que le site royal. Dans la traduction française, on peut ignorer le mot situ et traduire comme si l'on avait regalibus pyramidibus altius, plus haut que les pyramides royales. N'oubliez pas que le Y se prononce U, tant en grec qu'en latin. Le Y porte donc très mal son nom. Pyramidum. Dans la suite des dénégations commençant par quod non imbere dax, on peut traduire par ni, quelle que soit la conjonction latine. Tous ces mots sont au nominatif. Imbere dax, littéralement la pluie mangeuse, la pluie qui ronge tout. Aquilo impotens, le fougueux aquilon. On reconnaît l'adjectif français impotent, mais on entend par là impuissant à se maîtriser. Innumerabilis series, innombrables séries, et fuga, fuite. Donc, dans la traduction, on peut relier tous ces nominatifs par la conjonction de coordination ni et mettre le verbe au pluriel. Monumentum quod non imbere dax, monument que ni la pluie rongeuse. Non aquilo impotens, ni le fougueux aquilon. Aut innumerabilis annorum series, ni l'interminable série des années. Et fuga temporum, ni la fuite des temps. Possit diruere, ne pourront détruire. Multus, le plus souvent au pluriel, signifie nombreux, beaucoup. Ici multa pars au féminin singulier, une grande partie. Multa pars mei, une grande partie de moi. Paradoxalement, pars peut signifier la moitié. Cela vient du fait que quand le dénominateur dans une fraction surpasse le numérateur d'une unité, comme dans 2 tiers, 3 quarts, 9 dixièmes, etc., le latin n'exprime que le numérateur, le nombre situé au-dessus de la barre de fraction. Étant donné que le dénominateur est évident dans ces conditions, puisque c'est le numérateur incrémenté. C'est ainsi que douae partes, 2 parts, signifie 2 parts sur 3, c'est-à-dire les 2 tiers. 13 partes, les 3 quarts. Novem partes, les 9 dixièmes. C'est pourquoi pars, c'est-à-dire una pars, finit par signifier 1 part sur 2, donc la moitié. Même si la moitié se dit en traduction complète dimidia pars.
Donc multa pars risquerait de signifier la plus grande moitié, ce qui n'a pas beaucoup de sens étant donné que les moitiés sont égales. Mais multus indique une qualité particulière. Multo mané, de bon matin, multo die, le jour étant bien avancé, donc multa pars pourrait signifier la meilleure moitié. Sans aller chercher midi à 14 heures, on peut traduire multa pars mei par la plus grande partie de moi ou la meilleure partie de moi. Cette meilleure partie étant son œuvre poétique. Vitabit libitinam, elle évitera libitine, la déesse des funérailles, c'est-à-dire la mort. Certains ont traduit par Proserpine, qui correspond à Perséphone chez les Grecs, divinité des enfers, mais c'est peut-être s'éloigner de l'original. Sinon, pourquoi ne pas traduire, évitera le Père-Lachaise. On peut se contenter de franciser libitina, multaque pars mei vitabit libitinam, et la plus grande partie de moi évitera libitine, ou d'user d'une langue directe, échappera à la mort. Usque est ici un adverbe qui équivaut à semper, toujours. Recens, rajeuni, crescamusque je grandirai toujours, laude postera, littéralement, grâce à la louange future. La louange maintient le poète dans les mémoires, ce qui lui assure une longévité qui équivaut dans son idée à un rajeunissement. Dum pontifex scandet capitolium, aussi longtemps que le pontife gravira le Capitole, avec la Vierge silencieuse, cum tacita vergine. Cette Vierge silencieuse, c'est la Vestale, Virgo Vestalis, qui accompagnait le prêtre qui montait au Capitole, dans une sorte de procession régulière lors de rites sacrés. D'où le verbe scando, monter, mais aussi scander des vers, c'est-à-dire les réciter en mesure avec les longues et les brèves, ce qu'on ne pratique plus trop aujourd'hui faute d'expérience en ce domaine. À l'époque et bien des siècles après, la scansion était immédiate à la seule lecture à vue de vers latins. Horace se doute que ce rituel pontifical cessera un jour, mais il exprime là que sa gloire grandira aussi longtemps qu'il existera et se maintiendra éternellement telle qu'elle sera in fine. Prophétie qui s'est réalisée, bravo à lui. Dicar, littéralement, je serai dit, c'est-à-dire on dira de moi, futur passif du verbe dico. Faites attention, le futur de dicor est dicar, mais le futur de conor est conabor. Conor, verbe déponent, je m'efforce. Conabor, je m'efforcerai. Je vous renvoie au magnifique Conabortamen de Spinoza, Scholium octavae propositionis secundae partis ethicae. Scoli de la proposition 8 de la deuxième partie de l'éthique. Spinoza explique qu'il ne peut pas donner d'exemple, parce que la chose dont il parle est unique, mais il se propose d'essayer quand même, Conabortamen, j'essaierai cependant. Si quis aduberiorem uius rei explicationem exemplum desideret, si l'on cherchait un exemple, si quis exemplum desideret, aduberiorem uius rei explicationem, pour plus ample explication de cette chose, nullum sane dare potero, je ne pourrais certes en donner aucun, quadrem de qua hic loquor, ut pote unicam, ad aequate explicet. Qui soit susceptible d'expliquer adéquatement, quod ad aequate explicet, la chose dont je parle ici, rem de qua hic loquor, étant donné qu'elle est unique, ut pote unicam. Conabortamen rem ut fieri potest illustrare. J'essaierai cependant d'éclairer la chose conabortamen rem illustrare, autant que faire se peut, ut fieri potest. On trouve aussi avec le même sens quantum fieri potest. Donc dicor, je suis dit, dicar, je serai dit. Nietzsche a dit quelque part, legor et legar. Je suis lu et je serai lu. Troisième considération inactuelle, Schopenhauer éducateur, aphorisme troisième. J'estime un philosophe dans la mesure où il est en état de donner un exemple. C'est le début de ce chapitre. Il est triste pour nous de le voir en quête de la moindre trace de sa propre notoriété. Et son bruyant, trop bruyant triomphe final, lorsqu'il est enfin réellement lu, legor et legar, a quelque chose de douloureux et d'émouvant.
Donc Nietzsche applique ces mots à Schopenhauer. On constate que l'égor et l'égard riment avec non omnis moriar. C'est une fréquente obsession des littérateurs de tous styles et siècles de caresser ce type d'espoir, in libro ou in petto, comme si ça avait la moindre importance une fois qu'on mange les pissenlits par la racine. La proposition principale ne pose pas de problème. Dicar deduxice princeps aeolium carmen ad italos modos. La première relative introduite par quoi non plus. Qua violens aufidus obstrepit. Mais dans la seconde relative introduite par et quoi, je ne relis pas aquae à pauper aquae pauvre en eau, mais à potens aquae, riche en eau, c'est-à-dire ayant fait main basse sur l'eau, agrestium populorum, des peuples rustiques. Et qua pauper daunus regnavit, ex humili potens aquae agrestium populorum. Coesitus, ici est l'accusatif féminin singulier coesitam, et le participe passé du verbe quaero, chercher. Quaerendo invenietis, comme dirait Johann Sebastian, littéralement en cherchant vous trouverez. On dit aussi quaere et invenies, cherchez et vous trouverez, en traduction vous voyante, qui est, soit dit en passant, Dicatur in transitu, le thème du film Inferno, qui fait partie de la trilogie du Da Vinci Code, avec Anges et démons. Donc, coesitus signifie ayant été recherché, ou recherché tout court, mais comme ce qui est recherché est souvent trouvé, le mot finit par signifier obtenu, le verbe signifiant par sous-entendu la conséquence possible de son sens premier. Donc summe superbiam, prenez un orgueil, en traduction vous voyante. Le poète s'adresse à sa muse Melpomène. Quaesitam meritis, sous-entendu tuis, acquis par vos mérites. Le poète veut signifier par là que toute fierté serait légitime, étant donné l'inspiration qu'elle donne au poète. C'est un lieu commun, une manière de modestie, étant donné que l'artiste tente de minimiser sa participation dans sa création, en attribuant le résultat à une entité virtuelle qu'il nomme ici Melpomène. Cette 30e ode du livre 3e est souvent intitulée par les éditeurs Ad Melpomenem, ou Ad Melpomenen avec un accusatif grec, ou Ad Melpomenam si on latinise le nom. D'où le vocatif Melpomene, isolé par 2 virgules dans la présentation moderne, parce que le vocatif ne fait pas partie de la syntaxe. D'où aussi une virgule après par exemple « cher monsieur » au début d'une lettre en français. D'ailleurs, Dicatur in transitu de Rechef, je conseille l'usage de la minuscule juste après, puisque la phrase continue. Il semble que la majuscule soit paramétrée par défaut par les traitements de texte suite à un retour ligne, mais elle n'est pas syntaxiquement justifiée, ainsi que suggéré discrètement dans mon conte de fées échiquéen le tournoi d'échecs. Mais ce sont là des détails de tétrapyloctonique, les coupeurs de cheveux en 4. Kinge mihi comam, littéralement couronné à moi la chevelure, volens, littéralement voulant, le voulant, et kinge volens mihi comam, Melpomene, et veuillez couronner ma chevelure, Melpomène. Lauro delphica, du laurier delphique. Les noms d'arbres sont féminins, altissima arbor, un arbre très haut. Donc Laurus delphica, qui fait à l'ablatif Lauro delphica. Se faire couronner de fleurs est un lieu commun du poète. On la retrouve chez Rimbaud dans son poème intitulé Wererat, C'était le printemps, composé en classe. Souvenez-vous, c'était en 68, en 1868. Il avait 14 ans, il est né en 54. Aripu tempus, je saisis l'occasion. Ridentiaro rapetiui, immemor. Je gagnais les riantes campagnes, oublié de tout. Immemor, sous-entendu par exemple, omnium rerum. Tout, Wates, eris. Vous serez un poète. Mais Wates, c'est plus qu'un poète. Un voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.
un illuminé, d'où les illuminations. Exegi monumentum aere perennius.